J'ai compris que ma femme me mentait bien avant d'avoir une preuve. Le genre de compréhension qui ne fait pas de bruit, mais qui vous déplace un meuble dans la poitrine. Au début, je me suis dit que j'étais fatigué. Puis, un mardi soir, en la voyant sourire à son écran, comme on sourit à quelqu'un qui vous manque, j'ai su que quelque chose avait déjà quitté notre mariage. Sans prévenir, sans rendre les clés. Nous vivions à Lyon, dans un 3 pièces correct du côté de mon chat, avec un syndic inutile, une cuisine trop étroite et une chaudière capricieuse qui choisissait toujours les jours de pluie pour se venger. Ma femme s'appelait Claire. Elle avait ce talent très français pour donner à une catastrophe l'apparence d'un dîner bien dressé. Pendant 12 ans, j'avais pris ça pour de l'élégance. J'ai fini par comprendre que c'était surtout une méthode. Au début, ce n'était rien de spectaculaire. Pas de traces de rouge à lèvres sur un col. Pas de message idiot affiché en grand sur l'écran. Juste des détails. Les détails sont toujours les premiers à déposer plainte. Claire avait commencé à emmener son téléphone partout, même aux toilettes, même pour descendre les poubelles. Elle le posait face contre la table, écran retourné. Comme si notre salon abritait la DGSE, elle s'était mise à sortir le soir pour, disait-elle, marcher un peu, prendre l'air, réfléchir. Formule intéressante. Les gens qui réfléchissent à 23 heures avec du parfum et des bottines neuves ont rarement une passion soudaine pour la philosophie. Je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai regardé vivre. C'est incroyable ce qu'on voit quand on arrête de vouloir être rassuré. Elle répondait à des messages en inclinant l'écran. Elle riait en silence, ce qui est encore plus insultant qu'un éclat de rire. Elle avait recommencé à se maquiller pour aller chercher du pain, à changer de blouse pour une réunion Teams de 20 minutes, à prendre des douches juste après ses promenades nocturnes. Il paraît que l'eau chaude lave beaucoup de choses, sauf l'impression de mépris. Un jeudi, je suis rentré plus tôt d'un rendez-vous avec mon conseiller bancaire, un type gris qui m'expliquait mon assurance vie, comme s'il lisait une notice de micro-ondes. Claire était dans la cuisine, un verre de Sancerre à la main, en train d'écrire à toute vitesse. Quand elle m'a entendu, elle a verrouillé son téléphone avec une rapidité de pickpocket. J'ai posé mes clés près de la corbeille à fruits et j'ai dit « Tranquillement, tu sais, je vois tout ». Elle a levé les yeux, ce regard lisse, presque blessé, celui qu'elle réservait au serveur qui oubliait son café sans mousse. « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Qu'elle a répondu « Évidemment, les menteurs médiocres n'inventent rien. Ils nient avec dignité. C'est plus économique. » J'ai ouvert le frigo, pris de l'eau, bu une gorgée, puis je me suis tourné vers elle. Je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle me touche, tant qu'un autre homme existait quelque part dans son décor. Pas de cris, pas d'assiette cassée, pas d'opéra, juste une phrase nette, chirurgicale, dans la lumière jaune de notre cuisine Ikea. Elle a pâli une seconde, puis elle a basculé dans son rôle préféré, celui de la femme offensée par l'imagination masculine. Tu deviens parano. Elle a soufflé. Tu inventes. Tu projettes. Tu me surveilles maintenant. C'est ça. Le plus fascinant chez Claire, ce n'était pas le mensonge. C'était la manière de vous faire sentir coupable, de l'avoir remarqué. En 10 minutes, j'étais presque devenu l'agresseur officiel pour avoir observé que ma femme passait ses soirées à envoyer des messages en cachette et à marcher seule avec un sourire neuf. J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas plaidé. La vérité n'a pas besoin de rhétorique quand elle commence à puer. À partir de ce soir-là, quelque chose s'est figé entre nous. Nous avons continué à partager le même appartement comme deux copropriétaires mal renseignés. Elle a tenté quelques approches. Une main sur mon bras devant Netflix. Un ton plus doux au petit déjeuner. Des questions banales sur ma journée. Je répondais poliment, comme on répond à une collègue qu'on ne compte pas revoir après la fusion. Je ne cherchais plus à la coincer. Je me préparais. C'est très différent. J'ai commencé à imaginer ma vie seule. Un studio propre, du silence, des chemises rangées comme je veux, plus de tension collée au mur, plus de théâtre domestique. J'ai regardé les annonces en cachette entre deux mails. J'ai appelé un ami, Karim, qui vivait à Villeurbanne, juste pour vérifier qu'en cas de besoin, j'aurais un canapé et un témoin sobre. Claire l'a senti presque immédiatement. Les gens qui manipulent sentent quand ils perdent la main. Un soir,
en me voyant mettre de côté des papiers administratifs, des relevés, notre contrat d'assurance habitation, quelques documents de banque. Elle a demandé, d'une voix qu'elle voulait légère. « Tu fais quoi ?» Je lui ai répondu. « Je m'habitue à vivre seul. » Elle a eu un petit rire sec. « Tu dramatises. » Non. J'ai dit. « Je m'organise. » Nuance. Elle s'est approchée, bras croisés, parfum de fleurs d'oranger et mensonge premium. « Pourquoi tu es devenu aussi froid ?» J'ai refermé le classeur, levé les yeux vers elle et répondu. Parce que je prends de l'avance sur ma future vie de célibataire. Et cette fois, derrière son visage impeccable, j'ai vu passer quelque chose. Pas du remords. Claire n'était pas encore rendue là. Non. J'ai vu de l'inquiétude. Fine, brève, mais bien réelle. Comme une fissure dans un verre qu'on croyait solide. Le lendemain, elle a proposé qu'on dîne ensemble vendredi. Juste nous deux, à la maison, comme avant. Les 3 mots les plus dangereux du mariage. Comme avant. Et c'est là que j'ai compris qu'elle allait enfin bouger une pièce. Ou commettre une erreur, peut-être les deux. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, j'espérais presque qu'elle me mente encore. Juste pour voir jusqu'où elle était prête à descendre. Vendredi, je suis rentré un peu plus tôt. Exprès. J'avais pris un TER pour éviter un détour inutile par le bureau. Et en ouvrant la porte, j'ai senti l'odeur du gratin dauphinois avant même de poser mon sac. Claire avait sorti la grande vaisselle, celle qu'on utilisait autrefois pour Noël ou pour recevoir des gens qu'on n'aimait pas assez pour les voir souvent. Il y avait des bougies sur la table, du vin déjà servi, et cette mise en scène avait quelque chose de presque touchant. Si on oubliait le détail essentiel, mon mariage était en train d'être maquillé comme un appartement avant état des lieux. Elle portait une robe simple, bleu nuit. Ses cheveux étaient attachés comme au début de notre histoire. Pas un hasard. Claire ne faisait jamais rien sans calcul. Même sa spontanéité avait un planning. Elle m'a souri avec une douceur appliquée, comme une élève brillante qui recopie une émotion dans le bon ordre. J'ai accroché ma veste. Je me suis lavé les mains. Je me suis assis. Et je l'ai laissé servir le repas sans l'aider. Le silence entre nous n'était plus un malaise. C'était devenu une méthode. Elle parlait de choses neutres, du syndic qui avait encore envoyé un mail absurde au sujet des caves, de sa collègue qui quittait son poste, de la mutuelle qui remboursait mal ses séances chez l'ostéo. Moi je répondais par monosyllabe poli. Je regardais ses gestes. Elle buvait un peu plus vite que d'habitude. Son téléphone n'était pas sur la table. Évidemment, il ne manquait que le complice pour que la scène soit complète. Au milieu du repas, elle a posé sa fourchette et m'a demandé « Tu vas continuer longtemps comme ça ?» « Comme ça comment ?» j'ai répondu. Comme si j'étais une étrangère. Comme si tout était déjà terminé. J'ai pris ma serviette. Je l'ai pliée tranquillement. Et j'ai dit « Claire, les gens qui n'ont rien à cacher ne demandent pas à leur mari pourquoi il devient distant. Ils lui montrent qu'il a tort. » Elle a fermé les yeux une seconde. Le temps d'enfiler un nouveau masque. Tu refuses même l'idée que je puisse simplement traverser quelque chose. Peut-être que j'avais besoin d'espace. Peut-être que c'est toi qui t'es éloigné, bien avant moi. Là, j'ai presque souri. Ce talent pour retourner une pièce comme un agent immobilier malhonnête. Admirable. Vraiment. J'ai reposé mon verre et j'ai commencé à énumérer les faits. Pas mes émotions, pas mes peurs. Les faits, les sorties tardives, le téléphone caché, les messages effacés, les balades nocturnes soudain régulières, les douches à minuit, les rendez-vous imprécis, les sourires absents en ma présence et présents pour un écran, les nouveaux sous-vêtements achetés sans occasion particulière, les rendez-vous soi-disant professionnels après 19 heures, à mesure que je parlais, son visage perdait ce calme travaillé qu'elle portait depuis le début du dîner. Tu vois, j'ai ajouté, je ne suis pas jaloux, je suis observateur. Nuance encore. Elle s'est redressée, vexée. Tu montes tout en épingle. Je ne t'ai jamais trompé. Tu veux tellement avoir raison que tu prends n'importe quel détail pour une preuve. J'ai hoché la tête, puis je lui ai demandé « Alors donne-moi son nom ». Cette fois, elle n'a pas répondu tout de suite. Et dans un interrogatoire domestique, le silence est souvent la seule déclaration honnête. J'ai laissé passer quelques secondes. Assez pour qu'elle comprenne que j'avais remarqué. Puis j'ai répété. « Qui est-ce ? Claire ?»
Elle a baissé les yeux vers son assiette, a poussé une miette de pain du bout de l'ongle. Puis elle a dit « Il y a quelqu'un ». La phrase est tombée sans éclat, presque administrativement, comme si elle annonçait une hausse de charge. Je n'ai pas bronché. Continue. J'ai dit « Elle a avalé une gorgée de vin, trop grande. » Puis elle a repris « Ce n'est pas ce que tu crois. Entre nous, ce n'est pas physique. C'est compliqué. Il m'écoute. Il comprend des choses que toi tu ne vois plus. » J'ai laissé échapper un rire bref, sec. Pas parce que c'était drôle, parce que la banalité du désastre me fatiguait déjà. Le grand amour clandestin réduit à une brochure de développement personnel. Il m'écoute. Magnifique. Vous avez couché ensemble? J'ai demandé. Elle a relevé la tête d'un coup. Non, je te jure. Non. Ce n'est pas ça. C'est juste... Juste quoi? Une trahison avec vocabulaire doux. Une infidélité sans facture d'hôtel. Une préface avant le reste. Pour moi, la phrase suffisait. Quand on déplace son cœur hors du couple, on ne peut pas exiger un reçu pour prouver le vol. J'ai posé mes coudes sur la table et je l'ai fixé. Donne-moi son numéro. Elle a reculé, comme si je venais de l'insulter. Certainement pas. Tu ne vas pas l'appeler. Tu ne vas pas faire une scène. Ce n'est pas sa faute. J'ai répété calmement. Donne-moi son numéro. Elle s'est mise à parler trop vite, à mélanger excuses et contradictions. Elle disait qu'il n'avait rien demandé, qu'il voulait prendre ses distances, qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus où elle en était. Phrase remarquable venant d'une femme qui avait très visiblement trouvé le chemin de quelqu'un d'autre. Plus elle parlait, plus une chose devenait claire. Même au pied du mur, elle continuait de protéger cet homme plus que notre mariage. C'est là que quelque chose en moi s'est refermé définitivement. Pas dans la colère, dans la précision. J'ai reculé ma chaise. Je me suis levé. Elle aussi. Brusquement. « Attends, tu vas où ?» J'ai répondu. Là où on ne me prend pas pour un imbécile décoratif. Je suis allé dans la chambre. J'ai sorti un sac de voyage. 2 chemises. Un jean. Mon chargeur. Une trousse de toilette. Quelques dossiers que j'avais déjà préparés. Elle m'a suivi, pieds nus dans le couloir. La voix plus aiguë. « Tu dramatises tout. On peut parler. On peut arranger ça. » Arranger quoi? J'ai demandé sans me retourner. Le fait que tu sois amoureuse ailleurs, ou le fait que tu te sois contentée de me servir du gratin avant de l'admettre. Dans l'entrée, elle a essayé de me retenir par le bras. Un geste presque tendre, presque panique. Je me suis dégagé doucement. Ne me touche pas. Son visage s'est vidé d'un coup. Elle a murmuré « Tu fais une erreur ». J'ai pris mes clés, ouvert la porte, et je lui ai lancé la seule chose qui comptait encore. L'erreur, Claire, c'est de croire qu'un homme calme ne voit rien. Karim m'a ouvert 25 minutes plus tard, en jogging, avec cette tête de type qu'on dérange, mais qui comprend tout de suite à votre silence qu'il vaut mieux éviter les questions bêtes. Il m'a installé sur son canapé avec une bière et une couverture trop petite. Depuis sa fenêtre, on voyait les lumières de Villeurbanne trembler sur les vitres. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Claire appelait, écrivait, supprimait, rappelait. Je n'ai rien ouvert. Vers 1h du matin, j'ai juste consulté notre agenda partagé, celui que nous utilisions pour les rendez-vous chez le dentiste, les visites chez le notaire quand on avait envisagé d'acheter plus grand, les anniversaires de famille et les corvées respectables. Au milieu de cette banalité bien rangée, il y avait plusieurs créneaux récurrents, notés de manière absurde. Marche, course, café client, toujours aux mêmes heures, toujours dans le même secteur. Et ce n'était ni une promenade, ni des courses, ni un client. C'était une habitude, donc une histoire. Je me suis adossé au canapé. J'ai zoomé sur les adresses. J'ai reconnu un quartier à l'ouest de Lyon. Discret, résidentiel, très propre. Le genre d'endroit où les gens trompent leurs conjoints derrière des volets impeccables. Et à cet instant précis, pour la première fois, je n'ai plus voulu une confession. J'ai voulu la vérité, complète, nue, datée, localisée, vérifiable. Le reste ne m'intéressait plus. Pas même sa version, pas même ses regrets, seulement les faits. Et le lendemain matin, avant même mon café, j'ai décidé d'aller voir par moi-même
où menaient exactement les petites promenades nocturnes de ma femme. Le lendemain, je me suis levé avant Karim. J'ai pris une douche rapide, un café trop fort dans un mug publicitaire pour une salle de sport où il n'avait jamais mis les pieds. Puis, j'ai regardé encore une fois notre agenda partagé. Les rendez-vous se répétaient avec une régularité de prélèvement automatique. Mardi, jeudi, parfois samedi. Toujours à des heures où elle me disait qu'elle avait besoin d'air, de silence, de recul. Toute cette poésie de fraude fiscale. Je n'étais pas fier de ce que j'allais faire, mais je n'étais plus dans la morale. J'étais dans l'inventaire. Quand votre femme vous sert un mensonge tiède avec des bougies, vous arrêtez vite de vous demander ce qui est élégant. Vous voulez juste savoir combien de temps on vous a pris pour un meuble. J'ai commencé par quelque chose de simple. J'ai vérifié ses trajets habituels. Métro, voiture, stationnement, petites incohérences. Un ticket de parking trouvé dans la boîte à gants quelques jours plus tôt, mais revenu en tête. Un parking près de Tassin, pas franchement sur le chemin de ces soi-disant balades méditatives. Vers 17 heures, je me suis garé un peu plus loin que l'adresse notée dans l'agenda. Une rue calme, arbres taillés, haies propres, maison sans imagination, mais avec de bons revenus. Le décor idéal pour les doubles vies polies. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, seule au volant. Lunettes de soleil, malgré un ciel gris. Elle a regardé autour d'elle, avec cette prudence ridicule, des gens persuadés d'être subtils. Puis une berline sombre s'est arrêtée devant elle. Un homme est sorti, la cinquantaine soignée, veste marine, allure de type qui dit « bonsoir aux voisins » et ment très bien au téléphone. Claire a souri. Ce sourire-là, je ne l'avais plus vu pour moi depuis longtemps. Pas le sourire social, pas le sourire conjugal. Non, le sourire vivant. Celui qui tranche comme une gifle propre. Je les ai regardés parler 2 minutes. Puis elle est montée dans sa voiture à lui. Ils ont démarré. Je les ai suivis à distance, pas comme dans un film. Rien de glorieux. Juste un homme dans sa voiture, la mâchoire serrée, qui prend des ronds-points en essayant de ne pas penser aux 12 années qu'on peut ruiner pour quelques messages bien tournés. Ils se sont arrêtés devant une maison à Écully. Portail beige, glycine sur le mur, 2 vélos d'enfants sur le côté. Détail minuscule. Effet dévastateur. Je suis resté garé plus loin, moteur coupé, à regarder Claire entrer chez lui, comme si elle connaissait déjà la poignée. 10 minutes plus tard, une autre voiture s'est engagée dans l'allée. Un SUV gris. Une femme en est descendue avec 2 sacs de course. Elle avait cette fatigue précise des gens qui gèrent tout sans faire de scène. Alliance à la main, veste de bureau, expression pressée. J'ai compris immédiatement. Le grand confident de mon épouse avait lui aussi un foyer. Une femme, probablement une famille. 2 existences parallèles qui se tenaient de compagnie au-dessus d'un tas de mensonges bien repassés. Curieusement, ce n'est pas la jalousie qui m'a frappé à ce moment-là. C'était le dégoût, la banalité sale du mécanisme. Ma femme ne vivait pas une passion tragique. Elle participait à une petite entreprise de lâcheté en horaires aménagés. Je suis resté encore un moment, juste assez pour graver l'adresse, la plaque, son visage. Puis je suis reparti, au feu rouge suivant. Claire m'a envoyé un message. « Tu vas bien ?» Cette question m'a presque fait rire. J'ai laissé l'écran s'éteindre sans répondre. Le soir, chez Karim, j'ai tout noté sur une page. Heure, lieu, détail. Comme un comptable de ruines, je ne cherchais plus à savoir si elle mentait. Je cherchais jusqu'où, et surtout depuis quand. Parce qu'au fond, la vérité n'était pas seulement dans cette maison. Elle était dans tout ce que je n'avais pas encore relié. Et je sentais que le prochain fil à tirer allait me mener directement à lui. Pas à Claire. À lui, l'homme à la veste marine. Celui qui croyait sans doute que notre mariage était déjà mort, alors qu'il allait bientôt découvrir que j'étais très vivant, et parfaitement décidé à lui parler en face. Je l'ai retrouvé 2 jours plus tard, sans difficulté. Les hommes prudents laissent toujours des traces médiocres. Un profil LinkedIn trop propre, le nom de sa société sur la boîte aux lettres, un rendez-vous récurrent dans un quartier d'affaires. Il s'appelait Thierry. Bien sûr, il avait exactement une tête à s'appeler Thierry. Costume sobre, montre discrète.
Sourire de notaire qui vous annonce une mauvaise nouvelle avec une voix apaisante. J'ai attendu qu'il sorte de son bureau, vers 18h30, près de la Part-Dieu. Il a allumé son téléphone en marchant, sûrement pour vérifier avec quelle femme il devait mentir en premier. Je me suis avancé et j'ai dit son nom. Il s'est retourné, poli, vaguement agacé, puis il a vu mon visage et quelque chose s'est déréglé dans le sien. Vous êtes Thierry Morel, j'imagine. Il a hésité une demi-seconde, assez pour confirmer. Oui. Pourquoi? Je me suis arrêté à 1 mètre de lui. Je suis le mari de Claire. Le silence a eu la décence de tomber tout de suite. Il a baissé les yeux, puis les a relevés avec cette expression de cadre pris dans une fraude minable. Il a commencé par nier avec élégance. Je pense qu'il y a un malentendu. Formule classique, probablement apprise dans les mêmes écoles que la lâcheté. J'ai répondu calmement. Non, le malentendu c'était mon mariage. Maintenant je vois très clair. Là, il a changé de ton. Il a essayé la version raisonnable. Claire m'a dit que c'était presque terminé entre vous, qu'il n'y avait plus vraiment de couple, qu'elle restait par habitude, pour ne pas brusquer les choses. J'ai hoché la tête, comme on écoute un devis absurde. C'était donc ça? Elle me présentait déjà comme un meuble encombrant, un mari en fin de série, pratique. Je lui ai demandé depuis combien de temps. Il a dit qu'il ne savait pas quoi répondre. Qu'il ne voulait blesser personne. Phrase admirable venant d'un homme qui passait ses après-midi à recevoir une femme mariée, chez lui, pendant que sa propre épouse faisait les courses. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai seulement dit que j'avais vu la maison, la voiture, sa femme, les vélos d'enfants, tout. Là, il a blêmi franchement. Il ne s'attendait pas à ça. Les gens comme lui pensent toujours qu'on s'arrête avant la vérité complète, par confort, par dignité mal placée. Il m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu « Rien de vous. Justement, je voulais juste voir le visage de l'homme pour qui ma femme a accepté de devenir médiocre. » Il n'a rien trouvé à dire. Alors j'ai ajouté la seule chose utile. Ne l'appelez plus, ne la protégez plus. Et surtout, ne me prenez pas pour un idiot reconnaissant. Puis je suis parti, simplement, sans menace, sans théâtre, avec cette sensation très froide qu'il n'y avait plus rien à sauver. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, un cabinet discret près de Bellecour, moquette triste, machine à café sinistre, efficacité parfaite. J'avais apporté ce qu'il fallait, relevé, copie du bail, document bancaire, capture d'écran de l'agenda, note datée. L'avocate a lu tout ça sans hausser un sourcil. Puis elle m'a demandé si je voulais encore tenter une médiation. J'ai répondu non avec une facilité presque insultante. Non pour elle, pour l'ancien moi, celui qui aurait encore cru qu'une confession tardive valait quelque chose. En sortant, je suis passé devant une boulangerie. J'ai acheté un café allongé et un croissant sec. J'ai appelé Karim pour lui dire que c'était lancé. Il a juste répondu. Enfin, ce n'était pas triomphal. C'était juste exact. Le soir, Claire m'a envoyé 12 messages, puis un vocal, puis un autre. Elle disait qu'on devait parler, que j'allais trop loin, que j'étais cruel, qu'elle avait fait une erreur, comme si on parlait d'un virement mal saisi ou d'un mauvais abonnement fibre. Je n'ai répondu qu'une seule fois, demain, 19h, à l'appartement. Elle a écrit presque aussitôt, merci, comme si elle venait d'obtenir un sursis. En réalité, c'était la clôture. J'avais les papiers dans ma sacoche, la décision dans la poitrine. Et pour la première fois, depuis des semaines, je n'attendais plus de vérité. Je venais simplement lui apporter la fin. Et je savais déjà qu'elle n'allait pas tomber en silence. Je suis arrivé à 19h pile, avec ma sacoche, les papiers de divorce, et ce calme particulier qu'on atteint quand on a déjà fait son deuil, avant la dernière conversation. L'appartement sentait le parfum d'intérieur et la panique. Claire avait rangé, allumé 2 lampes, remis un plaid sur le canapé, comme si on pouvait réparer un mariage avec du textile bien plié. Elle s'est approchée de moi avec des yeux fatigués, pas rouges de chagrin, fatiguée de ne plus contrôler la situation. J'ai posé la sacoche sur la table basse, sorti l'enveloppe, et je l'ai laissée devant elle. Elle a regardé les documents sans les toucher, puis
Elle a levé la tête. C'est quoi? Tu sais très bien ce que c'est. J'ai répondu. J'ai vu ton amant. J'ai vu sa maison. J'ai vu sa femme. J'ai entendu ses excuses de petit lâche, bien repassées. Et maintenant, c'est terminé. Son visage s'est vidé d'un coup, puis s'est tendu. Non pas de tristesse, de peur. La peur nue de quelqu'un qui comprend qu'il n'y a plus de négociation possible. Elle a commencé à parler vite. Trop vite. Elle disait que ce n'était pas ce que j'imaginais, qu'il lui avait promis qu'il allait quitter sa femme, puis qu'il avait reculé, qu'elle s'était sentie perdue, qu'elle avait eu besoin d'exister autrement. Toujours cette poésie de magazine, comme si trahir devenait profond dès qu'on emploie un vocabulaire flou. Je l'ai laissé parler 1 minute, puis j'ai dit « Tu ne t'es pas perdue, Claire. Tu as choisi, plusieurs fois, en cachette, en me mentant, en le protégeant lui, pas nous. Là. » Elle a craqué pour de vrai, mais pas comme dans les films, pas avec de nobles larmes silencieuses. Non, avec colère, avec rage, avec cette brutalité nerveuse des gens démasqués. Elle s'est mise à crier que j'étais froid, que je la punissais, que j'avais ma part de responsabilité, qu'un mariage ne s'écroule pas tout seul. J'ai presque admiré l'endurance du déni. Même au bord du gouffre, elle cherchait encore un moyen de me faire porter un coin de ses gravats. Puis, elle a compris autre chose, quelque chose de bien plus cruel pour elle. Thierry ne l'avait pas choisi, moi non plus. Elle se retrouvait seule avec la vérité. Et ça, elle ne savait pas le gérer. Elle a attrapé un verre sur la table et l'a jeté contre le mur. Le bruit a claqué sec. Les morceaux ont glissé sur le parquet. J'ai reculé d'un pas. Non par peur, par réflexe, et je l'ai regardé comme on regarde enfin la version non maquillée d'une histoire. Voilà, c'était ça. Pas une passion, pas un drame sublime, juste une suite de mensonges finissant dans des éclats de verre et du mauvais parfum. Je lui ai dit de signer quand son avocat le conseillerait, que le reste passerait par les voies normales. Pas de scène supplémentaire, pas de débat moral à 20h30 dans un salon acheté en promo. Puis j'ai repris ma sacoche, mes clés, et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, elle criait encore. Elle disait que j'allais le regretter, que j'étais incapable de pardonner, que je détruisais tout. Phrase fascinante venant de la personne qui avait passé des mois à scier les pieds de la table. Je suis parti sans me retourner. Dans l'ascenseur, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps quelque chose qui ne ressemblait ni à la colère ni à la tristesse. Juste de l'air. Les mois suivants ont été étonnamment simples. Un appartement plus petit, un rythme plus calme, plus de tension dans la cuisine, plus de téléphone retourné sur la table, plus de doutes accrochés au plafond comme une fuite d'eau. Claire. Elle a tenté sa réécriture sur les réseaux. Citations vagues sur la cruauté. Sous-entendu sur les hommes fermés. Posture de victime abandonnée. Sauf que les gens savaient. Nos amis communs savaient. Et quand plusieurs lui ont rappelé publiquement qu'elle avait menti, trompé, manipulé, son théâtre numérique a fermé en 3 jours. Elle a tout supprimé, puis disparu. Quelques mois plus tard, j'ai appris par hasard qu'elle avait quitté son poste, qu'elle était retournée vivre chez ses parents à Vienne, et que Thierry s'était évaporé comme s'évaporent les hommes qui aiment les histoires tant qu'elles restent clandestines. J'ai accueilli la nouvelle avec l'enthousiasme d'un ticket de caisse trouvé dans une poche. Cela ne me faisait ni plaisir ni peine. Parce qu'au fond, le sujet n'était plus elle. Le sujet, c'était moi. Le fait que je n'étais pas resté là où on ne me respectait plus. Le fait que je n'avais pas crié pour prouver ma dignité. Je l'avais simplement gardée, entière, en partant. Et avec le recul, c'est la seule victoire qui compte. Pas qu'elle ait perdu, mais que moi, enfin, je me sois choisi.